Salut et bienvenue dans cette session spéciale Notion infirmier. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de booster tes révisions sur un gros morceau, le cancer colorectal. On va essayer ensemble de dégager l'essentiel, un peu comme une fiche de révision rapide, mais en audio. T'es prête? Ah ouais, carrément. C'est un sujet incontournable, faut le dire. On parle quand même du 4e cancer le plus fréquent en France. Ça fait presque 47 000 nouveaux cas par an. Ah ouais, quand même. Et c'est la 2e cause de décès par cancer. Donc oui, en tant que futur soignant, c'est sûr, on va forcément y être confronté un jour ou l'autre. Ok, bon. Alors on attaque par la base, si tu veux bien. C'est quoi exactement une tumeur maligne du côlon ou du rectum? C'est ça. Souvent, ça part d'un polype, un truc bénin au départ, qui dégénère, c'est ça? Ah, exactement. Ça commence souvent comme ça, par un polype adénomateux. Mais le truc, c'est que souvent, au début, il n'y a rien. C'est silencieux. Ah, c'est ça le piège. Voilà. Mais quand ça commence à se manifester, on peut avoir des signes, genre des troubles du transit qui s'installent, tu vois, constipation, diarrhée ou les deux en alternance. Ok. Des douleurs abdominales aussi, une fatigue persistante qui sort un peu de nulle part, un amaigrissement inexpliqué. Classique, ça. Et puis le signe qui alerte souvent le plus, c'est du sang dans les selles. Ah oui. Alors attention, petit point technique, mais c'est important pour nous. Faut distinguer le méléna, tu sais, le sang noir, digéré, qui vient plutôt de l'estomac ou du début de l'intestin, Oui. de la rectorragie. Ça, c'est du sang rouge vif, non digéré, qui signe une hémorragie plus bas, donc plus typique du cancer colorectal ou rectal. D'accord, bonne précision. Et là, notre rôle infirmier, il est double. D'abord, rassurer le patient. Parce que, du sang dans les selles, ça peut aussi être juste des hémorroïdes. Faut pas paniquer direct. Oui, bien sûr. Mais en même temps, il faut absolument insister sur l'importance de faire un bilan. Ne pas laisser traîner. Hyper important, ouais. Et qui est le plus à risque alors? Quels sont les facteurs? Il y a des trucs qu'on contrôle pas et d'autres si. Dans ce qu'on contrôle pas, il y a l'âge. Clairement, le risque augmente après 50 ans. Ok, ça c'est connu. Il y a les antécédents aussi. Si dans la famille, il y a eu des cas de cancer colorectal ou même de polypes, le risque est plus élevé. Pareil si la personne elle-même a déjà eu des polypes ou un premier cancer. Logique. Et certaines maladies? Oui, exact. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ce qu'on appelle les MICI, genre la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, sur le long terme, ça augmente le risque. D'accord. Et les facteurs sur lesquels on peut agir? Le mode de vie? Tout à fait. Et là, notre rôle de prévention est énorme. L'alimentation, par exemple. Trop de viande rouge, de charcuterie et pas assez de fibres, de fruits, de légumes, ça joue. Classique conseil, mais tellement vrai. La sédentarité aussi, le manque d'activité physique, le tabac, évidemment, et l'alcool. L'alcool, on y pense moins. Pour celui-là, peut-être. Et pourtant, c'est un facteur de risque prouvé. Il y avait une étude, je crois, en 2015, qui disait que chez les plus de 30 ans, genre 21% des cas de cancer colorectal étaient liés à la consommation d'alcool. Ah ouais, 21%, c'est pas négligeable du tout. Hein. Carrément. Donc voilà, sur tous ces points, alimentation, activité physique, tabac, alcool, on a un vrai rôle d'éducation, de sensibilisation. C'est clair. Bon, admettons qu'une suspicion. Comment on classe le truc? Comment on évalue l'étendue? Tu sais, le fameux TNM. Ah, le TNM. Oui, c'est notre système de classification internationale. Hyper important à maîtriser. Ça nous permet de parler le même langage entre soignants et de comprendre la situation. Ok, décortique-nous ça vite fait. Alors, T, c'est pour tumeur. Ça décrit la taille de la tumeur primitive et surtout jusqu'où elle a envahi la paroi de l'intestin. Plus le chiffre après le T est élevé, T1, T2, T3, T4, plus elle est profonde. D'accord. T pour tumeur. Ensuite, N. N, c'est pour nodes, les ganglions lymphatiques en anglais. Ça indique si les ganglions proches de la tumeur sont atteints par les cellules cancéreuses. N0, pas de ganglions atteints. N1, N2, selon le nombre et la localisation des ganglions touchés. Ok. N pour ganglion, logique. Et enfin, M, pour métastase. Ça, c'est pour savoir si le cancer s'est propagé à distance, dans d'autres organes. Typiquement, le foie, les poumons pour le colorectal. M0, pas de métastase. M1, présence de métastase. Compris. TNM. Ça donne le stade global du cancer, et ça guide tout, j'imagine. Exactement. Toute la stratégie de traitement et le pronostic dépendent de ce stade TNM. C'est fondamental. Bon, et pour arriver à ce TNM, il faut un diagnostic sûr. Comment on fait? Ça commence souvent par le dépistage, non? Oui, pour les personnes entre 50 et 74 ans sans symptômes ni risques particuliers, il y a le programme de dépistage organisé. C'est le test immunologique fécal. Le fameux test à faire chez soi. C'est ça, tous les 2 ans.
Il cherche des traces de sang invisibles à l'œil nu dans les selles. C'est simple, rapide, indolent. Et si ce test est positif? Ou s'il y a des symptômes d'emblée? Alors là, l'examen clé, c'est la coloscopie. Indispensable. Ok, la caméra dent. Enfin, voilà. Oui. Ça permet de visualiser directement tout l'intérieur du côlon et du rectum. Et surtout, si on voit une lésion suspecte, un polype ou une tumeur, on peut faire des biopsies, c'est-à-dire prélever des petits morceaux. Et c'est ça qui confirme. Exactement. Seule l'analyse de ces biopsies au laboratoire, l'anatomopathologie, l'anapath, comme on dit, permet de confirmer avec certitude si c'est un cancer ou pas. La coloscopie voit, la biopsie dit ce que c'est. D'accord. Et notre rôle là-dedans, en tant qu'infirmier, c'est juste la préparation? C'est beaucoup la préparation, oui. Elle est souvent redoutée par les patients, tu sais, le régime sans résidus pendant quelques jours, puis boire la préparation laxative. La purge, ouais. Voilà, c'est pas agréable. Donc bien expliquer pourquoi c'est nécessaire, comment faire, dédramatiser, c'est essentiel. Et puis il y a tout l'accompagnement psychologique. La coloscopie, ça fait peur, l'attente des résultats aussi. Être là, écouter, répondre aux questions, c'est notre boulot. On suit aussi parfois les marqueurs tumoraux dans le sang, comme l'ACE, le CA19-9, mais attention, ils aident au suivi, pas au diagnostic initial. Ok, très clair. Bon, le diagnostic est posé, c'est un cancer, on parle traitement. La chirurgie, j'imagine que c'est souvent la base, hein. Oui, dans la majorité des cas où le cancer est localisé, la chirurgie est le traitement principal, curatif. Le but, c'est d'enlever complètement la tumeur, avec une marge de tissu sain autour, et aussi les ganglions lymphatiques proches pour analyse. Et on essaie de rebrancher l'intestin après? Oui, idéalement. Quand on enlève un segment d'intestin, on essaie de faire ce qu'on appelle une anastomose. On recoue les 2 bouts restants pour rétablir la continuité du tube digestif. D'accord. Mais c'est pas toujours possible. Non. Parfois, ce n'est pas possible ou pas souhaitable tout de suite. Notamment pour les cancers très bas situés dans le rectum ou en urgence si l'intestin est perforé ou bouché. Dans ces cas-là, on peut être amené à faire une stomie. La fameuse poche. Voilà. C'est une dérivation des selles à travers la paroi de l'abdomen. Elle peut être temporaire, pour laisser l'anastomose cicatriser, ou parfois définitive. Et là, l'impact pour le patient doit être énorme. Ah oui, c'est un bouleversement majeur. L'image corporelle, la perte de contrôle de la continence, la gestion des appareillages, c'est très lourd psychologiquement et socialement. Notre rôle dans l'éducation thérapeutique du patient stomisé, l'apprentissage des soins, le soutien pour l'acceptation, il est absolument primordial. Je comprends, c'est un accompagnement hyper important. Et après la chimio, ou même avant parfois, il y a la chimio, non? Exactement. La chimiothérapie a plusieurs rôles possibles. Elle peut être néoadjuvante, c'est-à-dire avant la chirurgie, surtout pour les cancers du rectum un peu avancés, pour essayer de réduire la taille de la tumeur et faciliter l'opération. Ok. Elle peut être adjuvante, après la chirurgie, pour nettoyer, éliminer les cellules cancéreuses microscopiques qui pourraient rester et diminuer le risque de récidive. Ça concerne les cancers avec atteinte ganglionnaire, stade 3, ou certains stades 2 à haut risque. D'accord. Néoadjuvante avant, adjuvante après. C'est ça. Et puis elle peut être palliative, quand le cancer est métastatique, stade 4. Là, le but n'est plus la guérison, mais de contrôler l'évolution de la maladie, de prolonger la vie et d'améliorer la qualité de vie en réduisant les symptômes. Et il y a différents types de chimio, j'imagine? Des protocoles? Oui, il y a plusieurs médicaments et combinaisons possibles. Les plus connus pour le colorectal, c'est des protocoles comme le Folfox, le Folfiri, parfois le Capox ou Xelox, qui utilisent une chimio orale. Le choix dépend du stade, de l'objectif, adjuvant, palliatif, de l'état général du patient, de ses autres maladies. Et là, pour nous infirmiers, c'est vigilance maximale sur les effets secondaires, j'imagine. Oh que oui, vigilance plus. Les effets secondaires des chimios sont fréquents et peuvent être très impactants. La fatigue, intense, les troubles digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, mucite, inflammation des muqueuses de la bouche, douloureuse. L'alopécie aussi, la perte de cheveux. Ça dépend des molécules, mais oui, ça peut arriver. Et puis, un truc hyper important à surveiller, la myélosuppression. C'est la baisse des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes. Donc risque d'infection, anémie, risque hémorragique. Exactement. D'où la surveillance régulière de la prise de sang, la NFS. Il y a aussi la neuropathie périphérique, surtout avec l'oxaliplatine du Folfox. Des fourmillements, des douleurs, une sensibilité au froid dans les mains et les pieds. Ça peut devenir très gênant, voire chronique. Et le syndrome main-pied, avec certaines molécules comme la capecitabine. Waouh, ça fait beaucoup à gérer, hein. Oui, notre rôle, c'est d'anticiper et d'évaluer ces effets secondaires à chaque cure, d'informer le patient sur comment les gérer au quotidien, de mettre en place les traitements de support anti-nauséeux, etc., et d'alerter le médecin si ça devient trop sévère. C'est un travail d'équipe constant. On
n'a pas parlé de la radiothérapie. Ah si, important aussi, surtout pour le cancer du rectum. Elle est souvent utilisée en combinaison avec la chimio, on parle de radiochimiothérapie, généralement avant la chirurgie, néoadjuvant, pour réduire la tumeur et le risque de récidive locale. Parfois après aussi. Et les thérapies ciblées, on en entend parler. Oui, ce sont des traitements plus récents qui visent des mécanismes spécifiques des cellules cancéreuses. Par exemple, des médicaments qui bloquent la croissance des vaisseaux sanguins qui nourrissent la tumeur, anti-angiogéniques, ou qui ciblent certaines mutations présentes sur les cellules cancéreuses. C'est surtout utilisé en situation métastatique, souvent en association avec la chimio. Ok. Bon, on a fait un bon tour des traitements, mais revenons à la base. Le mieux, c'est quand même d'éviter d'en arriver là, non ? La prévention, le dépistage, c'est vraiment ça la clé. Mais c'est fondamental, on ne le répétera jamais assez. La prévention primaire, c'est agir sur les facteurs de risque modifiables dont on a parlé. Manger mieux, plus de fibres, moins de viande rouge charcuterie, bouger plus, arrêter de fumer, limiter l'alcool. Ça réduit le risque. Et la prévention secondaire, c'est le dépistage. Exactement. Le dépistage organisé par le test immunologique tous les 2 ans entre 50 et 74 ans. Il faut marteler le message. C'est simple, c'est gratuit, ça se fait chez soi et surtout, ça sauve des vies. En détectant tôt. Oui, détecter un cancer à un stade précoce quand il est encore petit et localisé, ça multiplie les chances de guérison. Ou encore mieux, le test peut détecter du sang provenant de polypes avant même qu'ils ne deviennent cancéreux. Si on les enlève lors de la coloscopie qui suit, on empêche carrément le cancer d'apparaître. C'est le fameux 9 chances sur 10 de guérir si détecté tôt. C'est exactement ça. C'est le message clé, celui de Mars Bleu d'ailleurs. C'est un message d'espoir hyper fort. Il faut vraiment encourager les gens à participer. On a un rôle majeur pour dédramatiser, expliquer, motiver. Oui, c'est un message essentiel à retenir et à transmettre, surtout pour nous, futurs soignants. Ça montre bien notre rôle central en fait à toutes les étapes de ce parcours. Mais complètement. De l'éducation à la santé, pour la prévention, à l'information et la motivation pour le dépistage, ensuite la préparation et le soutien psychologique pour les examens comme la coloscopie, puis toute la gestion complexe des traitements, l'administration des chimios, la surveillance hyper rigoureuse des effets secondaires, l'éducation thérapeutique pour que le patient soit acteur de sa prise en charge, le soutien face à la chirurgie, à la stomie éventuelle, sans oublier l'accompagnement psychologique, l'écoute à chaque instant. Notre place est partout. On est vraiment un pilier pour le patient et sa famille. C'est vrai. C'est à la fois technique et très humain comme prise en charge. Et ça m'amène à une dernière réflexion, peut-être pour ouvrir. On parle de dépistage et on voit arriver, ou du moins on en entend parler, de nouvelles techniques, genre la coloscopie virtuelle par scanner ou même la vidéocapsule colique. Comment tu penses que ça pourrait changer l'expérience des patients face au dépistage ? Si c'est moins invasif, peut-être moins redouté, est-ce que ça pourrait améliorer la participation ? C'est une excellente question. Potentiellement, oui. Si des méthodes moins contraignantes ou perçues comme moins désagréables deviennent validées et accessibles, ça pourrait lever certains freins. Et du coup, pour nous, soignants, comment ça pourrait faire évoluer notre pratique d'accompagnement autour du dépistage CPA ? Peut-être moins d'accent sur la préparation anxiogène de la coloscopie classique, mais plus sur l'information sur ces nouvelles options, leurs avantages, leurs limites aussi. Tout à fait. Notre rôle d'information et d'accompagnement s'adapterait. Comprendre ces nouvelles techniques, pouvoir les expliquer clairement aux patients, les aider à naviguer entre les différentes options en fonction de leur situation, ça pourrait devenir une nouvelle facette de notre mission. C'est intéressant de voir comment la technologie peut faire évoluer à la fois l'expérience patient et notre propre pratique. Ouais, ça laisse matière à réfléchir pour l'avenir, c'est sûr. Super intéressant.